Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Bonjour à tous et on se retrouve dans le podcast d'Équité à l'Agile Tour de Nantes. Parfait. Je m'appelle Maxime, je repose quand même le truc à peu près proprement. Voilà, comme ça il ne tombera plus. Je m'appelle Maxime Bonin et je suis speaker sur cet Agile Tour et je suis ravi de vous voir et Trop de cool. faire ce podcast avec vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Tiens, tu peux prendre le micro. C'est ta première participation à l'Agile Tour Nantes? C'est la 3e en participant et 2e en speaker. 2e en speaker, d'accord. Et c'est quoi l'intitulé de ton speak? Pour cette année, c'est l'agilité un mal pour un bien. Et alors c'est un mal? Moi je dis que c'est un mal. En tout cas... Allez, bon courage. En tout cas, en fait, j'ai voulu prendre un peu le contre-pied de ce qu'on entend beaucoup, de l'agilité, de ses difficultés, de tout ce qui se passe, en fait, aussi bien sur des organisations qui maintenant se disent finalement ça m'apporte pas ce que je veux, D'accord. qu'aussi bien en termes d'experts qui se sentent un petit peu isolés dans un monde qui finalement peut-être n'y croit plus trop, de se dire finalement est-ce que l'agilité ça pourrait pas être un tremplin, est-ce qu'on pourrait pas utiliser notamment les effets secondaires qu'on pourrait avoir dans l'agilité pour derrière peut-être relancer quelque chose. Peut-être quelque chose d'un petit peu différent, peut-être finalement pas sur l'agilité. Alors, je sais qu'il y en a qui parlent beaucoup d'IA. Ouais. Potentiellement aussi sur juste des transformations plus humaines. J'ai vu des entreprises qui ont par exemple choisi peut-être de revoir leurs locaux. Parce que finalement le flex office pur et dur ça marchait pas. Et donc en fait étonnamment l'agilité leur a fait un petit peu ce coup de déclic qui était vraiment, je trouve, un élément qui peut être... qui peut nous redonner un petit peu de baume au cœur. Ouais, d'accord. Dans l'agilité et dans le parcours un petit peu qu'on a tous. Je vais laisser Joanne rebondir là-dessus parce qu'en fait on a déjà eu des discussions avec Nico Tonder justement sur l'agilité en tant que telle n'est plus un mot comme ça, elle a été infusée dans les organisations maintenant. C'est ça, c'est un peu ça ce que j'ai compris. Il y a le côté tacite, mais est-ce que c'est réaliste en fait de se dire par exemple on fait de la collaboration et après j'aime bien en fait cet angle-là autour du lieu de travail. En fait, c'est idiot. On se dit, ok, y a peut-être des gens qui vont imposer des trucs en se disant, c'est une bonne idée de faire du flex office. À quel moment on a posé la question aux collaborateurs qui, eux, vont collaborer? C'est collaboration, c'est ça. Jamais, en fait. Non. Ou c'est rare. C'est, ouais, mais on pense que c'est une bonne idée, et puis on a vu des choses qui existaient ailleurs. Bim, on rentre dans un cargo culte. Parce que ça marche ailleurs, donc potentiellement ça va marcher chez nous. En plus, c'est un truc qui est même pas dans l'organisation globale, c'est juste un lieu de travail. Mais cet angle est super intéressant parce qu'au final, dans un lieu qui est adapté et sur un modèle d'organisation qui est ajusté, peut-être que c'est ça aussi, l'adaptation en fait de plein de choses. Ça, c'est aussi être agile. Mais le côté tacite, c'est ouais, mais qu'est-ce qui est réellement tacite et qu'est-ce qui ne l'est pas en fait. C'est quelles sont les grandes valeurs qu'on a envie de ramener. Et le côté mal, c'est peut-être qu'on a été trop théorique là-dessus. Peut-être qu'en fait, on a fait bêtement des choses parce qu'on nous a dit de le faire et qu'on pensait que ça allait marcher, sans faire des tout petits pas. Mais en tout cas, je suis totalement en phase avec toi. C'est ce que vient de dire Joanne, c'est ce que tu parles, c'est ce que tu vas émettre comme message lors de ton talk ou tu as une approche encore un peu différente? Oui, en grande partie, en tout cas, c'est le message qui va être clé. Ouais. Je reprends beaucoup... il parle de loi, mais au-delà de ça, c'est surtout des observations. C'est de Craig Larman, qui est le cofondateur de LESS. Lui mentionne en fait les 5 grands pièges à éviter. D'accord. Tu peux me les rappeler? Ouais. En fait, déjà en termes de vue, on a en lisibilité qu'il y a une vraie difficulté de transformation parce qu'il y a un vrai statu quo qui existe en fait dans les organisations, qui font que dans la réalité, que ce soit un manager de terrain, que ce soit un expert, que ce soit même potentiellement un leader qui soit un petit peu plus haut dans la hiérarchie de son organisation, va se retrouver en fait avec un rapport de force, une position, une influence, parfois même juste une expertise, qui fait que dans la réalité, il va se retrouver en fait en position où ce statu quo lui convient en fait dans la réalité. Et donc l'agilité vient un petit peu casser ces éléments-là, mais aussi beaucoup d'autres transformations. On peut avoir des transformations, ne serait-ce que des changements de sites, que des transformations RH. En fait, toutes celles-ci en fait vont essayer de transformer, mais finalement qu'en surface. Okay. Parce que le statu quo, en fait, est quand même l'élément qui va rester, où on se sent tous à l'aise avec ce statu quo aussi. Donc, de facto, ça va être cette grande difficulté-là. Et ça rejoint un petit peu les travaux qui ont été faits et qu'on connaît tous sur l'aspect culture. Et donc, finalement, la culture n'est qu'un
n'est qu'un élément en fait, mais qui vient bien après et on peut changer les pratiques. Mais derrière, la culture va venir bien après, donc il y a un vrai changement à faire. C'est là où Craig Larman, je trouve, pose un élément pas mal qui est changer un petit peu les règles du jeu. Changer les règles de l'organisation, que ce soit en termes de promotion, que ce soit en termes de récompense, etc. Pour changer un petit peu déjà des paradigmes de culture qui vont faire que derrière, finalement, c'est elle qui va vraiment changer à la fin, intrinsèquement. D'accord, ok. Il a hoché la tête au moins 19 fois, donc je pense qu'il doit être d'accord. L'histoire de la culture, quand je parle de ça avec des personnes, etc., dans mon entourage, que ce soit pro ou perso, parce que je discute aussi ce genre de choses-là en perso, et t'as la culture individuelle en fait, de la personne qui a déjà son cadre, etc. T'as la culture d'équipe qui se crée et qui est bousculée à chaque fois qu'il y a une évolution, quelqu'un qui bouge, voilà. Mais en tout cas, les équipes vivent, donc du coup, cette culture, elle bouge. Et t'as aussi la culture de l'organisation. Et tout ça, au final, c'est ultra complexe à changer. Et donc, déjà, si on n'a pas cette sensibilité-là en se disant « Oui, mais la culture, elle est comme ça. » Du coup, si on apporte tel et tel et tel élément, les gens vont peut-être bien le prendre parce que c'est doux, ou alors peut-être mal le prendre parce qu'en fait, ça a l'air d'être brutal et ils sont pas prêts. Et donc, il faut rapporter des autres éléments pour transformer la culture et ça se fait pas en 2 jours. Et souvent, c'est compliqué parce qu'on a envie que ce soit... c'est très générationnel et je pense que c'est lié à l'époque. On a envie que les choses se changent maintenant, tout de suite, et que ce soit OK demain. Ouais, la réalité, c'est que non, des organisations complexes, ça ne bouge pas en 2 jours. Tu as des exemples ou des retours d'expérience par rapport à des transformations qui ont eu lieu et que tu te dis, ouais, ça s'est plutôt bien passé. Parce qu'on met toujours en avant des transformations qui se cassent la figure. C'est un peu dommage parce que ça coûte un peu d'argent et ça a aussi des impacts humains. Sur des organisations qui se ramassent au bout du compte. Est-ce que toi, tu as déjà vu des transfos de boîtes qui se sont bien passés? Alors oui. Je suis bien content de l'entendre. C'est bon qu'on l'entende. C'est pour ça que j'ai posé la question. C'est ça. Par contre, c'est peut-être le premier bémol que je vais mettre avant de parler de la transfo qui se passe bien. Parce qu'en fait, souvent, les éléments qui ont été présentés au début, ou en tout cas les espérances initiales, sont clairement à revoir dès le début. D'accord. Okay. Dans la réalité, les quelques transformations que j'ai pu voir où ça s'est vraiment bien passé, en fait, dès le début, ils se sont vraiment posés sur finalement qu'est-ce qu'on veut vraiment faire avec cette transfo. Ok, d'accord. J'ai vécu dans une filiale aéronautique en Allemagne où en fait, ils se sont retrouvés vraiment dos au mur avec une restructuration potentielle, avec une vente potentielle, avec un climat à l'époque pré-Covid qui était plutôt difficile pour le secteur de l'aviation et de l'aéronautique de manière globale en Europe. Et en fait, ils se sont retrouvés vraiment à devoir se pencher sur des éléments bien plus basiques à leur sens, mais finalement en fait beaucoup plus profonds aussi que juste l'agilité qui leur avait été vendue en fait. D'accord. On leur avait dit qu'ils allaient gagner en vitesse, on leur avait dit que ça allait être en termes de collaboration, mais dans la réalité en fait l'élément qui eux les a marqués le plus, c'est que dans la réalité en fait ils allaient juste être peut-être plus pertinents avec leurs clients. Et donc finalement, en fait, ils allaient peut-être juste se simplifier un petit peu la vie. C'est comme ça que le leader, en fait, en revoyant ces éléments-là, s'est dit, en vrai, finalement, pourquoi pas y aller directement? Et en vrai, on fait tout. Donc on se lance on va faire des trains. Alors, on a fait un grand modèle d'agilité à l'échelle, mais néanmoins, ils sont partis avec tout d'un coup. C'est-à-dire les trains sont à l'heure ou pas? En tout cas, les trains l'ont été jusqu'à ce que je les laisse. Après, voilà. Mais ils ont poussé en fait carrément jusqu'au LPM en fait directement en se disant en fait le portfolio va être un des éléments qui va nous intéresser parce que dans la réalité, la stratégie est peut-être pas comprise, peut-être elle est pas en adéquation et finalement aussi nous en termes de revue de cette stratégie, revue des actions et des grosses décisions qu'on peut prendre, on est peut-être complètement dans les choux. D'accord. Ça c'est un des clients où j'ai été assez surpris de la prise de conscience à ce niveau-là. Là où en général on commence un peu en posture basse avec les équipes, puis on commence à faire un petit peu d'agilité à l'échelle et à faire des synchros et après à commencer à vouloir pousser un petit peu au-delà sur des vraies questions de portefeuille, parfois des questions transverses comme les RH. Et donc en fait, vraiment les éléments qui derrière vont être les points de culture, en tout cas d'accroche. D'accroche qui se mène. Non, c'est super comme témoignage. Ouais, et puis j'adore moi aussi ce côté priorisation et alignement en fait d'un portfolio qui est complexe. En fait, il
T'as dit un truc, c'est soit ça part du bas, donc t'as le côté bottom-up, soit en fait c'est un top-down, on se dit ouais mais en fait on a mis en place des choses qui sont plutôt à l'échelle globale dans l'entreprise et ça finit par descendre sur les équipes. Est-ce qu'il y a un bon modèle ou pas? Moi j'en sais rien en fait, honnêtement j'ai même plus d'avis là-dessus. Peut-être que avoir quelque chose de globalisant c'est une idée en fait à tester. Mais en tout cas, oui, la priorisation d'un portfolio, de se dire quelle est notre réelle priorité par rapport à notre stratégie qui est claire et notre vision qui est aussi claire. Et ça, des visions claires, en fait, elles sont pas si évidentes dans les entreprises, en fait. Ou peut-être qu'elle l'est à une strate particulière, mais au final, pour la redescente, c'est pas évident, c'est pas simple. Et c'est lié à la culture. Parce que si on a une culture opaque, Non mais ça c'est pas le problème des opérationnels en fait. C'est bon, regarde faire. Non mais voilà, c'est ça. Et bah si en fait ils sont là justement pour répondre à cette vision. Donc embarquez-les et au contraire ils seront peut-être plus performants, ils seront peut-être plus en avance de phase, ils seront peut-être plus dans l'innovation parce qu'ils auront compris pourquoi ils bossaient. Le sens il est important. Et j'ajouterais aussi un point qui est pour moi aussi très structurant là-dessus, c'est que peu importe, on a souvent tendance à se dire que la transfo quand on la démarre du bas, en général, on prend notre bâton de pèlerin et on y est. Ouais, carrément. Et on y est pour un temps monstrueux. En fait, dans la réalité, je me suis rendu compte que, en passant par le haut, dans la réalité, c'est à peu près pareil. Sauf que la dynamique est plutôt à devoir temporiser, en fait. Donc, en fait, se passer un petit peu pour le méchant qui, non plus, va tenter de faire avancer les choses et de pousser, mais plutôt au contraire, de tenter de faire ralentir aussi certains éléments. Enfin, des revues de direction qui commencent à changer, à passer en vraie revue de portefeuille, mais qui finalement, en fait, très vite, au bout d'un mois, ça n'a pas l'air d'être super bien, donc on va tout de suite changer le tir. Alors non, sur un aspect stratégique, un mois, c'est peut-être un petit peu juste. Ouais. Ce genre d'éléments-là, en fait, c'est aussi... On a parfois un petit peu le mauvais rôle là-dessus, mais en tout cas, c'est aussi d'apporter un petit peu cette temporalisation pour se dire, en fait, d'un point de vue culture, c'est pas en un mois où finalement tout va changer, donc... regardons aussi les petites briques peut-être qui vont tenir. Parce qu'en fait, c'est aussi ça, c'est le retour à l'équilibre. Si un jour on s'arrête, il est où quoi? Ouais, il est où? D'accord. On va arriver à la fin de l'épisode de l'émission et je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, moi, c'est la notion d'impact. En fait, parce que justement, là, tu as vraiment une variation entre ton impact sur de l'agilité d'équipe qui est généralement existant, mais un peu plus faible que quand tu vas aller reprioriser en fait un portfolio d'entreprise où là ton impact il est tentaculaire la plupart du temps. Et moi c'est ce mot-là en fait que je tiens aussi de la conférence mal ou bien, c'est la conscience de l'impact sur tous les niveaux. Je pense que c'est, je te laisse le dernier mot aussi, mais moi j'aimerais parler juste de cette histoire d'impact et conscience de ça. Oui, en fait c'est ça en fait. La notion d'impact et aussi la notion je pense de révélateur. Parce qu'en fait au-delà de ça, l'agilité va révéler beaucoup de choses de manière parfois un petit peu plus brutale que ce qu'on pourrait voir avec des changements de lieu, etc., qui parfois sont plus... Enfin, en tout cas, vont amener d'autres éléments, que ce soit des changements de conventions collectives qu'on peut avoir, des changements RH. L'agilité va être beaucoup plus brutale en termes de révélateur, donc c'est aussi une super opportunité d'aller chercher un impact, en fait, et de se dire aussi quel est l'impact qu'on peut vraiment atteindre. D'accord. C'est très clair. Et impact, c'était aussi le mot et le thème de 2025 des Agile Tours. Donc, t'es carrément dans le thème. Bravo. Merci beaucoup, c'était super. Merci beaucoup. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.